Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de l'endimanché du ciné. Dimitri, comment vas-tu? Ça va, ouais. Et on va encore parler d'un film sorti plus tôt cette année. Bah figure-toi qu'il est sorti aussi le 12 février comme La fille au bracelet, dont on a parlé la dernière fois. Et ce film, c'est un film franco-tunisien qui s'appelle Un divan à Tunis, réalisé par Manel Labidi, dont c'est la première réalisation en long métrage. Elle avait fait un court métrage avant. Et au casting, on va citer quelques acteurs, dont Golshifteh Farahani, qui est une actrice iranienne d'origine et qui a fait pas mal de films. Elle a déjà une très belle filmographie. Et à ses côtés, citons par exemple Madj Mastoura dans le rôle de l'inspecteur de police, Hichem Yacoubi qui joue le boulanger, un des patients, un acteur qu'on a vu dans pas mal de films aussi, et encore, tiens, citons Ramia Ayari, Najwa Zouahir, ou encore plein d'autres, voilà, on va pas tous les faire. Jamel Sassi, tiens aussi, qui joue l'imam, on y reviendra sur ce personnage. Ah oui, oui. Et oui, alors, quelle est l'histoire de ce film? Un petit peu compliqué à dire comme ça, hein, en synopsis, on va pas en dire grand chose pour l'instant, pour pas trop spoiler. C'est l'histoire donc de Selma, une jeune Tunisienne, donc jouée par Golshifteh Farahani, qui revient après avoir fait des études à Paris, avoir vécu ses 20-30 premières années à Paris. Elle revient au pays, donc dans la banlieue de Tunis, à Edzahara d'ailleurs, le nom de la ville, pour exercer son métier de psychanalyste, tout simplement. Et oui, elle a volontairement voulu rentrer chez elle pour faire ce métier, et une fois sur place, forcément, elle va être confrontée à certains stéréotypes, préjugés, et elle va aussi devoir faire face à des problèmes administratifs pour pouvoir valider l'ouverture de son cabinet et être dans les règles. Et alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on se retrouve dans une Tunisie post-Ben Ali, après la révolution, alors c'était le printemps, c'est ça, la révolution du printemps, je m'adresse à mon historien préféré, c'était donc... Oui, absolument, mais Voilà. oui, Et bah, donc- 2000, c'était quelle année ça? C'était 2015, quelque chose comme ça, non? Ou pas? Ouais. 2010, bon, je sais Bon, plus. dans les années Je sais que 2010, c'est- dans les années 2010, exactement, voilà. Ça finit en 2011, vers 27 février, je dirais, un truc comme ça, me souvenir. Hein. C'était un mardi, à 12h12, voilà. Non, mais, sincèrement, voilà. Il y a pas longtemps, en tout cas, mais c'est donc un contexte de nouvelle Tunisie, une nouvelle démocratie, avec forcément un peuple qui se cherche un peu entre tradition et envie de liberté. On voit très bien ça dans le film, d'ailleurs. Et avec, dès le préambule, du coup, cette référence à Freud, qui est son patron, la psychanalyste, un barbu. Et il y a cette première scène assez extraordinaire où elle discute avec un vieil homme qui croit, ah, c'est un barbu, c'est un frère musulman. Alors, non, il est juif. Déjà, ça commence bien. Donc ça met la tonalité d'un film assez particulier, une sorte de comédie dramatique Vous sociale. êtes juif? Oui, ça c'est un peu Rabbi Jacob. C'est une comédie dramatique sociétale et philosophique, psychanalytique, hein, du coup. Du coup, Oui. Dimitri, c'est un peu grâce à toi que je l'ai vu, parce que j'avais noté ce film quelque part, mais tu m'as donné envie de m'y intéresser là un peu plus vite que prévu. Qu'en as-tu pensé de ce métrage? C'est l'un des meilleurs films de ce début d'année, donc bravo. Potentiellement, oui, on est déjà dans mes 5-6 films fétiches de 2020, pour des raisons, alors, à la fois très simples, à la fois très complexes, parce que je trouve qu'il y a un noyau gravitationnel incroyable avec ce film, à savoir donc le personnage principal. Ouais. Il y a des éléments que j'ai déjà oubliés, j'en ai rien à carrer, mais qui sont quand même, voilà, très secondaires et très basiques, hein, voilà, peut-être même un petit souvenir téléfilmique par moment, voilà. Oui, bon. Mais j'ai envie de dire que le contrat est largement emporté et je suis donc très content. C'est un film qui m'a procuré des émotions très bizarres, mais on va y revenir, des réactions aussi. Voilà, un film qui fait un petit peu réfléchir, mais qui est surtout là pour faire constater les choses. Voilà, tout simplement. Alors, c'est intéressant de voir le parti pris de la réalisatrice qui a aussi scénarisé le film, donc ça c'est très important, elle maîtrise donc son sujet. Elle a voulu nous montrer en fait, à travers le regard et la vie d'une femme qui revient au pays, un regard sur la société tunisienne, ce qui rend le film assez froid par moments, d'ailleurs c'est assez étrange, c'est un petit peu une mise en abîme de la psychanalyse. On est là, nous, comme des patients en train d'être analysés par la réalisatrice, c'est-à-dire à la fois on est dans le vif du sujet, mais on est aussi un petit peu avec une certaine distance, et je Il y a des regards caméra aussi, justement. Ah ben oui, voilà. Et puis alors, moi je trouve, bon, l'actrice Golshifteh Farahani, je la trouve toujours extraordinaire. Elle a un charisme et une présence simple, cette actrice, et elle incarne avec simplicité une jeune femme qui est un petit peu perdue, mais qui a des convictions et qui a envie de se battre. C'est un petit peu entre les deux. Et c'est un film qui
qui fonctionne très bien là-dessus, même si à vouloir être entre les deux, justement, entre distance et un petit côté intimiste, c'est un petit peu mélangé tout ça. Forcément, des fois, il a le derrière entre les deux chaises, comme tu dis si bien. C'est un peu dommage, mais en même temps, je crois que c'est un peu obligatoire vu la façon dont le sujet est traité. Je sais pas si ce que t'en penses, mais c'est un petit peu logique. C'est un peu ça, c'est-à-dire que le film est obligé de faire des concessions, c'est-à-dire que pour traiter de la globalité du sujet, il est obligé de passer par des moments dont c'est pas qu'on s'en fiche, hein, c'est toujours très bien, mais c'est vrai que c'est pas des passages toujours qui sont vraiment si mémorables et qui tiennent sur la durée. C'est-à-dire que moi j'ai vu le film il y a 3 jours. Oui. Je pense que je me rappelle la moitié du film, vraiment, quoi. Il y a vraiment une partie j'en ai fait un petit peu un blackout, un petit peu, entre guillemets, mais attention, hein, pas négatif, hein, parce que j'ai beaucoup aimé le film, hein. Oui. Mais oui, disons qu'il n'a pas le choix, et je vois pas vraiment, on va dire, comment il aurait pu s'économiser autrement pour en arriver aux qualités du film, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça m'aurait paru très compliqué autrement, quoi. C'est ça, alors, le fait est qu'il y a le côté comique de la situation qui peut-être détonne un peu, mais c'est pour conférer à l'ensemble une certaine légèreté, parce que je pense que la réalisatrice, elle a voulu montrer son pays, bon, elle est franco-tunisienne aussi, mais elle a voulu montrer son pays de façon positive aussi, avec des gens, voilà, qui ont envie de vivre, donc on a des personnalités assez folles, et puis fatalement, comme ce sont des patients d'une psychanalyste, oui, c'est pas facile, pas psychiatre, pas psychologue, un psychanalyste, bon, c'est un peu compliqué, bon, bref, une psy, on va dire ça comme ça, en faisant des tranquilles, forcément, on a des personnages hauts en couleur. Prenons l'exemple, de ce boulanger un peu particulier qui rêve de dictateur, oui, voilà, qui s'appelle Raouf, joué par Hicham Yacoubi, très bon, hein, d'ailleurs, un personnage tellement décalé, j'aime beaucoup ce genre de personnage-là. Même, voilà. Il y a aussi, alors lui, beaucoup plus dramatique, hein, l'imam, qui s'appelle Fares, joué par Jamel Sassi, qui est comme dans Rabbi Jacob, d'ailleurs, le méchant dans Rabbi Jacob. Ah oui, mais bon, là, attention, c'est un imam qui n'a pas de barbe, qui a été persécuté pour cela, c'est même pas une blague. Il est rentré en dépression, sa femme l'a laissé tomber, enfin, c'est une catastrophe, le pauvre. Mais d'ailleurs, il apporte aussi un message d'espoir et de tolérance, hein, à travers son regard, c'est intéressant. Oui, c'est très touchant, ça. Et puis t'as un personnage, voilà, le troisième patient principal, c'est la propriétaire du salon de coiffure, un peu faux folle, qui s'appelle Baya. Moi j'aime bien cette actrice, alors elle est pas connue, hein, je crois que c'est son premier vrai rôle en plus, donc, mais j'ai bien aimé. Voilà. Un peu le faciès de Laura Dern d'ailleurs. Un petit peu, moi elle me rappelle une actrice, mais c'est pas elle, j'ai vérifié, qui avait joué dans La Vérité si je mens il y a quelques années, voilà, donc je sais pas. Mais bon, c'est amusant, tous ces personnages qui sont dans une nouvelle vie, dans une nouvelle Tunisie, qui donc se cherchent un peu forcément, et on sent voilà une société un peu fracturée aussi, qui balance entre des souvenirs nostalgique ou douloureux du passé, parce qu'on a un peu de tout ça, et donc cette envie de s'ouvrir. Et d'autant. Et puis alors il y a le personnage de l'inspecteur de police. Alors ça c'est particulier. Forcément il y a un inspecteur de police qui vient dans le lot parce que grosso modo elle exerce sans avoir l'autorisation. Et il y a une relation, on va pas en dire plus, hein, ambiguë qui va naître entre l'inspecteur et la psy. D'ailleurs, ils se rencontrent pas du tout dans le cadre de la psychanalyse, hein, au début. Ils se rencontrent sur un test, d'alcotest. L'alcotest du pauvre sur la route, qui donne d'ailleurs lieu à une scène un petit peu avec une musique d'amour. D'ailleurs, c'est très étrange tout ça. Ah oui, un petit côté, c'est pas parodique, mais j'aurais du mal à caractériser. Il y a un passage vraiment où il en veut des fantaisies. Oui, voilà. Ça. Puis alors, pendant tout le film, du coup, entre Selma et Naïm, ça va être je t'aime moi non plus. On sait pas trop ce qu'ils veulent, hein, parce qu'il est toujours en train de lui chercher des noises, mais en même temps de la protéger. Donc c'est voilà. Lui, on comprend à peu près. Elle, pas du tout. Et c'est ça qui est bien. C'est le personnage principal, mais un peu comme d'ailleurs dans La Fille au bracelet. Hein, c'est marrant, on en parle en préambule, mais c'est un peu la même idée. Mais là, encore plus appuyé, c'est-à-dire qu'on voit davantage l'actrice principale, mais alors elle est vraiment. Elle est pas impassible, elle, pour sa part, parce qu'on comprend vraiment, voilà, son exaspération par moment, parce que voilà, c'est vrai qu'elle envoie des vertes et des pas mûres, comme on dit, hein, voilà, encore une expression. Mais c'est vrai qu'avec ce type, à chaque fois, il y a un renfermement de son jeu, mais volontaire, hein. Ah oui, oui. Et ça crée vraiment je trouve une doublette à côté du type, qui en fait pas trop non plus, mais qui est vraiment insistant dans tous les sens du terme, d'ailleurs. C'est vraiment une nouvelle dichotomie entre ces personnages. Elle est paumée, mais alors c'est marrant parce qu'elle est complètement paumée, alors que c'est elle qui doit normalement être là pour ses patients, mais au final elle se fait psychanalyser par la société tunisienne qu'elle vient de rejoindre. C'est amusant. Ah oui, ça se retourne contre elle un petit peu, et ça on comprend dès le début, hein, et ça va se poursuivre, ça va s'amplifier.
Et puis sans oublier la famille, parce que bon, elle vient vivre chez son oncle, chez sa tante, et elle a sa nièce, donc qui s'appelle Olfa, qui a le voile, donc on sent que c'est voilà, et elle veut épouser un garçon, et bon, on sent qu'il y a deux visions de la société qui s'affrontent là, un petit peu, c'est assez amusant. Ouais. Un peu plus, c'était Olaf d'ailleurs, attention. Oui, non, c'est pas Olaf, non, parce que... non, Olfa, voilà. Et puis. On est là pour la VF, ah non, pardon. Et donc c'est riche, hein. Quand tu vois, on fait le bilan de tous les personnages, c'est riche d'ailleurs. C'est peut-être un peu, ça part un peu dans tous les sens parfois aussi, parce qu'on peut parler de l'oncle et de la nièce, de la tante aussi, voilà, qui sont un peu dans la réflexion des choses. Et puis il y a un autre personnage qui arrive à la fin, qui est apparemment aussi de la famille, donc de Selma. On sait pas trop si c'est un vieil oncle, le grand-père, le père, bon. Et oui, c'est le grand-père, hein. Ouais, peut-être le grand-père, mais qui lui est dans la nostalgie de Ben Ali. Donc, c'est ça, c'est la Tunisie, et puis des problèmes administratifs, c'est comme en France. D'ailleurs, c'est drôle, à un moment, elle dit, vous pensez que ça va être différent que la France? On n'est pas chez les sauvages ici, elle dit, c'est très drôle. Et d'ailleurs, c'est ça qui est terrible, c'est que elle est là pour aider les siens en venant faire son métier chez elle, et les autres la prennent pour une crâneuse post-coloniale. D'ailleurs, elle est traitée comme ça. Oui, c'est ça, alors qu'elle n'est pas du tout, et puis à aucun moment elle a cette prétention, quoi. Eh oui. Vraiment, c'est terrible, hein, il y a elle n'est pas acceptée, et elle y peut rien, et les autres pauvres non plus, parce que finalement chacun a ses excuses, on le comprend, hein. Il y a un héritage de court terme qui est antérieur, qui les habite tous de différentes manières. Et c'est fou parce qu'au final on se retrouve avec un film qui psychanalyse la société tunisienne, qui vient donc de changer, on va dire, de face, et en même temps la psychanalyste, décidément j'ai du mal, qui elle-même se fait psychanalyser par cette situation. On se retrouve dans pas mal de situations ubuesques. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a quelques passages un peu fantasmagoriques aussi, on va pas en dire plus, mais quand même il y a oui, c'est ça, oui, et puis finalement on en sait aussi beaucoup sur Selma, le personnage principal. On en sait quand même beaucoup lorsqu'elle elle rencontre le fameux vieil homme nostalgique un peu, quoi. Moi je dis que c'est le grand-père, hein. Oui. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que déjà la réalisation, d'ailleurs, oui, là-dessus, je trouve qu'elle est menée à chaque fois de main de maître, c'est-à-dire que c'est super simple, il y a aucun plan spécifique qui m'a marqué, mais j'ai pas vu un plan non plus qui m'a complètement déçu et où je suis complètement sorti du délire. C'est-à-dire que le film nous prend notre cerveau, il l'incorpore dans le film, on suit absolument, on est en un sens très passif, je trouve, face à un événement, mais ça n'empêche pas qu'on est quand même bien pris, attention. Et finalement, le film finalement, il se veut très réaliste, il l'est absolument, parce qu'il prend des plans, voilà, même les plans, même les scènes qui me paraissent très fantaisistes ou un petit peu, pas surjouées, mais assez, bon, c'est un peu de la surenchère d'imagination potentielle, quoi. Mais malgré tout, c'est toujours filmé avec un réalisme. Il y a vraiment des plans, notamment même un petit peu picturaux, qui m'ont bien plu. Oui. Hein, je sais pas ce que t'en as pensé, mais visuellement, ça en envoie, je trouve. Il y a une belle photographie, notamment quand ils se retrouvent sur cette route au milieu du désert. Là, c'est beau, ça rappelle des films américains, un petit peu sur la route 66. Je sais pas s'il y a des références. Ça rappelle un peu Bagdad Café dans l'ambiance aussi. Alors, je n'ai pas vu ce film, mais j'ai tellement vu des images du film que ça m'a fait penser à ça. J'ai l'impression d'avoir vu. Voilà, mais oui, c'est ça. Puis bon, voilà. Et puis non, mais c'est spécial. Alors, c'est une réalisation factuelle, mais en fait factuelle. Disons que c'est une réalisation qui se met au diapason de la narration. Elle veut pas en faire des tonnes. Notre cher Manel Labidi, elle a raison d'ailleurs. Hein. Oui, c'est marrant d'ailleurs. Petit parallèle avec un film, très récent, qu'il n'a pas encore vu, mais c'est avec Radioactive, justement, le biopic sur Marie Curie, qui avait choisi, lui, justement, la voie complètement opposée, finalement, pour deux films qui me plaisent un peu au même niveau, semblablement. Mais l'idée dans Radioactive, c'est justement le contraire, si tu veux. On comprenait pas vraiment la psychologie du personnage, et c'était justement une mise en scène qui était complètement folle, si tu veux, qui permettait de mieux appréhender la psyché, puis même du personnage principal et des autres, un petit peu. C'est un peu ça. Ici, c'est la démarche contraire. Je pense qu'elle est quand même, en soi, elle est un peu plus compliquée à assumer de bout en bout, mais il n'y a pas eu un passage, tu vois, dans le film, on va dire, un passage vraiment de rupture, tu vois, où tu te dis, ça y est, le film se détourne complètement de ce qu'il avait prévu à la base, et ça se sent. Non, c'est vraiment, t'as une ligne directrice, ça s'y tient, quoi. Hein. C'est marrant que tu parles de Radioactive, qui a été réalisé par Marjane Satrapi, et Godfrey Farahani a joué dans un des films de cette réalisatrice, donc finalement... Ça m'étonne pas, je dois bien choisir ses rôles à chaque fois, alors, avec les films. Oui, le monde est petit parfois. Mais oui, c'est vrai, c'est un film étrange quand même, hein, mais
qui est à la fois très très sociétal et très, on va dire, basique sur certains points, mais il y a des personnages et des situations qui sont assez improbables. Et c'est peut-être aussi le défaut de cette qualité, c'est qu'à un moment, waouh, tu vois, ce genre de film, c'est marrant, j'aurais aimé le voir en série, en mini-série de 5 épisodes de 20-30 minutes, tu vois, pour développer certaines choses. Par exemple, se concentrer sur un patient par épisode et développer tout ça, parce que là, on passe de l'un à l'autre, à l'un à l'autre, à l'un à l'autre, et parfois on en oublie presque Selma, et c'est un petit reproche, léger reproche que je ferais au film, c'est que on va pas creuser forcément trop son passé, parce qu'on voit bien qu'il y a des raisons qui l'ont poussé à revenir. Ok, elle veut refaire elle veut faire sa vie en Tunisie, exercer, mais on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne s'est pas bien passé avant. Bon, mais bon. Oui, mais c'est sa première réalisation. Déjà, je pense aussi quand même, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est aussi au scénario, et je pense qu'elle n'a pas voulu. Alors attention, hein, je trouve que c'est quand même le concept est très audacieux, mais elle n'a pas voulu s'embarquer, je pense, dans une salade qui aurait été un peu compliquée à avaler quand même, parce que bon, ça aurait été un petit peu. Je pense que ça aurait conduit le film à être beaucoup plus long, être un peu brouillon. Et je pense qu'on serait parti un peu dans tous les sens. Là, la force, comme tu dis, c'est ça. C'est peut-être un rapport très générique à chaque personnage, mais c'est aussi un puzzle, finalement. Un puzzle qui s'emboîte très bien. Voilà. Après, bon, il y a des lacunes, hein. C'est clair. Hein. Il y en a absolument, il y en a même beaucoup. Mais je trouve justement que moi, c'est disons que c'est cette approche, je trouve, qui est très uniforme. C'est-à-dire que le film, il se tient absolument. Et pour moi, c'est l'un des films les mieux structurés de ce début d'année 2020. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. Même si alors par contre, ce qui est assez fou, c'est que je ne me rappelle pas de la fin du tout, mais vraiment, même en cherchant, je creuse, mais j'ai aucune visibilité là-dessus. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que le film, c'est la destination importe peu, c'est tout le voyage parcouru. Ouais, ben, la fin est particulière d'une manière ou d'une autre. Mais on va pas en révéler quoi que ce soit. Il faut que vous voyez ce film, voilà. Vous, qui êtes confiné comme tout le monde, hein, encore, hein, même s'il y a des gens qui ont décidé de sortir du confinement, on sait pas trop comment. Moi, je reviens de Tunis, là. Voilà, bah oui, évidemment. Non, c'est un film à voir chez soi qui vient de sortir en VOD, du coup, d'ailleurs, ça tombe bien. Ah oui, il est disponible. Voilà, on l'a pas sorti de notre casquette, hein, clairement pas. Et du coup, bah alors, conclusion, Dimitri, combien vas-tu donner à ce film, sur une note sur 10, hein, évidemment, et sur Captain Watch aussi, oui, alors c'est très compliqué, enfin, non, pas trop si, c'est quand même compliqué, mais je vais maintenir, voilà, la note que j'ai prévu de lui attribuer, à savoir un 7 sur 10. Pour une raison très particulière, aussi, que, voilà, j'en parle un petit peu, c'est que, alors, je pense pas que ce soit une coïncidence, hein, mais alors, je ne me suis pas senti bien du tout en voyant le film. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu un coup de chaud d'un coup, c'est très bizarre. En début de film, hein, tu vois, les 10-15 premières minutes, j'étais pas bien, je m'inquiétais même un peu, mais je me dis bon, je vais finir le film, hein. Et une fois le film terminé, tout va bien, j'ai retrouvé mon état normal. Donc c'est quand même un film bizarre, parce que pour bien pour me faire ça, c'est assez fou. C'est-à-dire que implicitement, il a réussi à faire beaucoup, voilà, c'est ça qui est beau. Donc 7 sur 10, c'est assez intéressant comme expérience, hein, et je serais content de la retenter, parce que si ça me fait le même effet, ça fait très cool, enfin très cool. Moi j'aime bien le cinéma comme ça, qui me provoque, tu vois, un petit peu émotionnellement, c'est bien. Et du coup, sur Captain Watch, je vais mettre un très bien, voilà, au Dural 7 sur 10, on hésite un peu, mais bon, majoritairement, moi c'est plutôt un très bien. C'est l'un des films majeurs de ce début d'année, concrètement. Hein. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on va être d'accord une nouvelle fois. 7 sur 10 c'est très bien pour moi aussi sur Captain Watch et Sens Critique de 7 sur 10. Ah oui, c'est vrai, en ce moment on est très d'accord. Je sais pas ce qui se passe, c'est la fête et tout, voilà. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, mais oui, c'est un film qui réussit ce qu'il entreprend. Après, il peut y avoir les défauts qu'on veut y voir, mais on voit, et c'est ça qui est très important, que Manel Labidi va au bout des choses et c'est cohérent, ça se tient. Elle a fait un choix qui était pas évident d'ailleurs. C'est assez osé quand même de faire un film comme ça, structuré ainsi, pas sur le message. Et c'est son premier, et je pense qu'elle va avoir une belle carrière devant elle, d'autant plus qu'elle est très jeune, hein, il me semble. Elle est née en 82, elle a un an de moins que moi, dis donc. Oui, elle est très jeune, donc voilà. Je suis très jeune alors. Oh. Non mais en tout cas on sent qu'elle a des idées derrière la tête, qu'elle a voulu montrer donc sa société. Je sais pas si elle a grandi en France ou en Tunisie, j'ai pas sa biographie sous les yeux, mais c'est très intéressant en tout cas de voir. Pas plus mal de pas savoir, hein. Oui voilà, et puis c'est très intéressant de voir du coup la renaissance, le nouvel espoir d'une société tunisienne qui encore en souffrance de ce qu'elle a vécu, mais du coup on voit aussi on voit que certains sont un peu désabusés aussi, donc c'est intéressant de voir ça, je trouve. Et moi-même qui connais quelques personnes donc tunisiens à travers le groupe Miraf, tiens, petit coucou à mes amis musiciens, voilà, de ce groupe-là, je pense qu'ils seront touchés s'ils n'ont pas vu ce film, s'ils le voient, je pense qu'ils seront touchés et saisis par l'ensemble. Voilà. Et oui, le divan à Tunis, c'est divin, voilà.
Lui, c'est divin, voilà, c'est un divan divin. Et c'est vrai qu'on met que 7, mais bon, parce qu'on sait que Manel Labidi va nous faire encore mieux plus tard. Voilà. Oui, bon, puis il y a des défauts, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas envie, c'est bien, c'est ce genre de film, on n'a pas envie de parler des défauts, on en parle vite fait, mais on les mentionne, mais on s'en fiche au final. Exactement, exactement. Bah, du coup, il nous reste plus qu'à conclure. Alors, on va conclure, comme d'habitude, avec la traditionnelle fin qu'on va essayer de pas foirer, comme celle de la fin. Ah oui, là, c'était un trincata, là. Attention, t'es prêt? À la prochaine. Ciao. Moi, je m'allonge sur le divan, tiens.